Animé donc par Christiane Marty et Jean-Marie Harribey, qui sont tous les deux membres d'Attaque et de la Fondation Copernic, qui vont l'une après l'autre nous présenter en gros les enjeux de la réforme, au-delà même de la stricte question, bien sûr, de l'allongement à 64 ans. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces choix du gouvernement? Et puis ensuite, on a souhaité donc donner la parole donc à Régis Nicolas qui co-anime donc le collectif Nos Retraites, et notamment on a construit ensemble un outil pour la mobilisation dont il nous parlera juste après Jean-Marie et Christiane. Et puis ensuite, on donnera donc la parole à des syndicalistes, puisqu'il nous semble essentiel que cette parole syndicale soit au cœur de nos échanges et du débat public aujourd'hui, en tant que représentants des salariés, qui sont bien sûr les premiers concernés par cette réforme. Donc, on pourra écouter donc Catherine Perret de la CGT, Marilène Cahouet de la FSU, Simon Dutheil de l'Union syndicale solidaire et Iman Ouelhadj de l'UNEF, si elle arrive à se connecter. Donc, sans plus tarder, on va commencer par Christiane Marty, qui va nous présenter quelques éléments de cette réforme et notamment la façon dont elle perçoit justement les enjeux sur la logique néolibérale liée à l'allongement de la durée de cotisation. Christiane, à toi. Oui, bonjour. Pour introduire, moi, je voudrais montrer la cohérence entre toutes les réformes de retraite depuis celle de 1993, Balladur. Toutes suivent la même logique néolibérale qui consiste à vouloir diminuer les dépenses publiques, diminuer le coût du travail et la fiscalité. Enfin, en tout cas, la fiscalité sur les plus riches et sur les grandes entreprises, puisque les cotisations sociales, comme les impôts, sont accusées d'être un frein pour l'économie. Donc, ce qui est en cours depuis plus de 30 ans maintenant, c'est une attaque contre l'État social, avec la dégradation de la protection sociale et des services publics. Et l'objectif, qui n'est pas explicitement formulé, mais c'est de basculer au secteur privé une bonne partie de toutes ces activités, au secteur privé et aux opportunités de faire des profits. Donc, à terme, l'idée, c'est de maintenir un filet de sécurité, une protection sociale minimale pour les plus modestes, qui serait juste assurée par les politiques, pour les politiques publiques, politiques sociales. Et le reste, donc, basculerait à la capitalisation. Donc, pour les retraites, il s'agit de plafonner les dépenses. Quand on sait que la proportion de retraités dans la population, elle augmente, elle va augmenter, il y a toujours un refus d'augmenter les ressources des caisses de retraite. L'objectif, c'est de stabiliser les dépenses au niveau actuel, actuellement au maximum 14% du PIB, et on voit bien que ça revient à programmer un appauvrissement des retraités par rapport à la population active. Donc, toutes les réformes de retraite passées, elles ont consisté à durcir les conditions pour une pension à taux plein, avec comme conséquence, bien sûr, la baisse qu'on constate sur le niveau des pensions. Les mesures, c'est tourné autour de l'allongement régulier de la durée de cotisation, le recul de l'âge de départ en 2010, on est passé de 60 à 62 ans. Il y a eu une modification de l'indexation des pensions comme des salaires qui servent au calcul de la pension. Auparavant, ils étaient indexés sur l'évolution moyenne des salaires et c'est passé indexé sur l'inflation, ce qui est en longue période moins favorable, même si la période actuelle elle est un peu atypique pour ça. Il y a eu aussi la restriction des critères qui donnaient accès aux carrières longues. Et puis, il y a eu les diminutions des majorations de durée d'assurance qui sont attribuées pour les enfants. Donc, les salariés, ils anticipent, ils constatent cette baisse des pensions et sont incités à se constituer une retraite complémentaire par de la capitalisation. Donc, en parallèle, on voit les réformes, elles ont posé progressivement des jalons pour la capitalisation. Donc, en 2003, la réforme Fillon, à côté de la réforme, c'est les plans d'épargne populaires, les PERP et les PERCO, épargne collective, qui ont été mis en place, favorisés par des exonérations fiscales. Exonérations qui sont donc financées par tous les contribuables. La même réforme a libéralisé le cumul emploi et retraite, ce qui reconnaît implicitement que la pension va devenir insuffisante pour vivre. En 2010, la réforme Woerth
nouvel assouplissement des modalités des plans d'épargne. Et la loi a aussi élargi les situations dans lesquelles les entreprises doivent proposer des plans d'épargne retraite à leur personnel. À nouveau, jalon en 2019 avec la loi Pacte, ça élargit encore la voie vers la capitalisation puisque sur la tranche de salaire supérieure à 3 fois le plafond de la Sécu, ça correspond environ à 10 000 euros bruts par mois. Donc, les hauts revenus, ils ne cotisent plus dans le système commun et ils sont renvoyés vers une épargne privée qui est à nouveau favorisée par des avantages fiscaux. Donc, en parallèle de ça, on a vu aussi émerger cet argument du libre choix. Réforme Fillon 2003, elle instaure la surcote par symétrie avec la décote. Et la surcote, c'est une majoration de pension pour les gens qui continuent de travailler au-delà de la durée de cotisation nécessaire. Et donc, ça permet au gouvernement et à Fillon le nouvel argument, celui du libre choix, typiquement néolibéral. Chaque personne peut arbitrer en toute connaissance de cause entre se constituer une pension plus importante en travaillant plus longtemps avec la surcote ou en se constituant une épargne privée complémentaire ou en cumulant aussi un emploi avec sa pension. Ou bien à l'opposé, eh bien, on peut partir plus tôt, mais ça sera au prix d'une pension réduite. La réforme 2019 de Levoy, qui n'a pas abouti, mais elle développait encore cet argument totalement hypocrite. Le système était fondé sur la liberté de choix et il reculait, sans le dire, l'âge de la retraite. Même le MEDEF avait qualifié de mensonge par omission la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne touchait pas aux 62 ans. Delevoye créait un âge pivot ou âge d'équilibre. Chacun pouvait arbitrer en fonction de sa situation. Les gens, ils pouvaient partir à 62 ans, mais ils auraient un abattement de 10%, ou bien ils pouvaient partir à 63 ans et l'abattement ne serait que de 5%. Voilà. Donc déjà, se profilait cette mesure de recul de l'âge. En tout cas, l'affaire du libre choix pour continuer à travailler, évidemment, c'est une illusion et on le voit aussi avec cette réforme actuelle. La logique, c'est bien celle-là. On plafonne les dépenses publiques de retraite et à petits pas, on poursuit l'ouverture à la capitalisation tout en jurant qu'on veut sauver le système par répartition. Concernant la réforme actuelle, donc le discours officiel, c'est une tromperie sur toute la ligne. La justification est passée par, en juin, la nécessité de rééquilibrer les finances du système, toujours pour pérenniser notre modèle social. En même temps, ils ont mis en avant le besoin de financer d'autres chantiers importants comme la transition énergétique, la santé, l'école, etc. Pendant l'été à Bruxelles, Macron, il a assuré à la Commission européenne qu'il fait la réforme des retraites pour baisser le déficit public. Bon, ce discours n'a pas réussi à convaincre grand monde et donc plus récemment, le ministre du Travail, il a ajouté un objectif absolument majeur qui est, dit-il, améliorer notre système parce qu'il est injuste. Elisabeth Borne, elle a enchaîné en répétant qu'ils font une réforme juste pour les femmes parce qu'ils ne touchent pas à l'âge d'annulation de la décote. Donc ça, c'est vraiment un sommet d'hypocrisie. La décote, c'est un abattement supplémentaire sur la pension pour les carrières incomplètes, en majorité celles des femmes. Pour les carrières incomplètes, la pension est déjà calculée au prorata entre la carrière et la durée qui est exigée. En plus de ça, il y a cette décote qui est une double pénalisation, ce qu'avait reconnu Delevoye lui-même. Hein. Donc, la réforme actuelle maintient la décote, maintient l'âge d'annulation de la décote, et on ne voit vraiment pas où on peut trouver une réforme plus juste pour les femmes, surtout quand on sait que la pension moyenne de droit direct des femmes, elle est inférieure de 40% à celle des hommes. Donc, la réforme actuelle, elle est injuste. Les interventions suivantes vont y revenir. Simplement sur les deux principales mesures, le recul de l'âge à 64 ans, comme l'allongement accéléré de la durée de cotisation, sont applicables très rapidement. C'est vraiment une réforme très brutale. Sur le recul de l'âge, en fait, il y a de nombreuses personnes qui ne pourront pas tout simplement reculer leur départ. Il y a de nombreux métiers qui ont une usure physique, même mentale, qui rend très difficile de prolonger leur vie active. Les espérances de vie aussi diffèrent fortement selon les catégories socio-professionnelles, entre les ouvriers et les cadres. Bon. Les employeurs continuent de se débarrasser des salariés âgés. Et en fait, il y a aussi beaucoup de contraintes en lien avec le chômage. Donc, reculer l'âge de départ, ça va signifier pour beaucoup, c'est prolonger la période de précarité
qui vivent parce qu'il y a une proportion sensible de personnes qui ne passent pas directement de l'emploi à la retraite. La génération qui était née en 1950, il y a un tiers de ceux-là qui ne sont plus en emploi l'année précédente, 37% des femmes et 28% des hommes. Et ces personnes, elles sont pour la moitié, elles sont au chômage, elles sont en maladie, en invalidité ou en inactivité. De même, allonger la durée de cotisation, ça va être bien sûr plus difficile pour les personnes qui ont des carrières plus courtes, qui déjà aujourd'hui n'arrivent pas à réunir la durée exigée. Donc la pension, comme j'ai dit, qui est déjà calculée au prorata, elle sera encore plus diminuée puisque la carrière complète va augmenter et avec en plus l'abattement à moins d'attendre 67 ans. Donc pour finir, je voudrais juste signaler les réactions du MEDEF parce que je pense qu'elles sont révélatrices. En interne, le MEDEF s'est rapporté par le journal Les Échos. Le MEDEF s'est dit globalement satisfait de cette réforme. Il déclare qu'elle est positive à 80%, avec 20% de bémol. Et il recommande de ne pas montrer trop d'enthousiasme pour éviter que la réforme soit étiquetée comme un texte pro-patronal. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on puisse considérer que le gouvernement cherche à nous faire plaisir avec ce texte. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Et bon, pour conclure, non seulement il faut refuser cette réforme, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas besoin de faire une réforme, une vraie réforme progressiste, parce qu'il faut vraiment stopper la dégradation en cours des retraites. Il faut améliorer notre système en lien notamment avec tout ce qui vient en amont, la question de l'emploi. Il faut rendre le système plus juste, notamment au regard de l'enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas, je peux en parler, mais elles sont énormes, les inégalités. Il faut rendre le système soutenable aussi au regard de l'enjeu écologique qui est devenu absolument crucial aujourd'hui. Voilà. Merci Christiane, c'était très clair. Je pense qu'on voit bien effectivement la continuité déjà de cette réforme par rapport aux réformes précédentes qui donc depuis les années 90 ont grignoté, on va dire, ce qui était un système plutôt très avancé en termes de droits sociaux. Alors effectivement derrière cette succession de réformes et celle-là qui accentue le problème, il y a effectivement des choix de société. Alors tu les as un peu esquissés concernant effectivement les formes d'individualisation, de libre choix et donc de montée aussi des inégalités qui sont liées justement à ces perspective individualiste ou individualisante. Au-delà de ça, effectivement, la réforme des retraites s'inscrit dans un agenda néolibéral. Comment, Jean-Marie, toi, tu vois un peu cet agenda et surtout peut-être quelle alternative et quelle réponse on peut y faire parce qu'on sait bien que cette question de la réforme des retraites, elle arrive dans un contexte de crise sociale plus généralisée, de crise écologique extrêmement grave. Donc, comment arriver finalement à tenir tous les bouts à la fois en termes d'analyse un peu de cette réforme dans ce contexte-là, mais aussi de réponse face au gouvernement. Le micro. Alors, Jean-Marie. Jean-Marie, le micro. Pardon. Bonjour à tous, excusez. Oui, je crois qu'il faut replacer cette réforme des retraites dans la situation générale dans laquelle le capitalisme nous a plongés. Parce que une attaque contre les futurs retraités, c'est en fait une attaque contre le travail, une attaque en règle, et cela a plusieurs dimensions. La première qui est évidente, c'est de faire travailler 2 ans de plus tout le monde, même ceux qui auront commencé à travailler tôt, puisque le décalage s'appliquera à eux aussi. Si un jeune, quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans plus 43 années de cotisation, ça va jusqu'à 61, mais il a 3 ans pour atteindre la borne de 64. Le jeune qui a commencé à 20 ans, 20 ans plus 43, ça fait 63, et il y a encore 1 an pour atteindre la nouvelle borne de 64 ans. Et si l'argument qui est ressassé avait un semblant de justification, l'espérance de vie qui s'est allongée de 1 an dans les 12 dernières années, c'est-à-dire 1 mois par an, pour 1 an de gagné dans la dernière décennie, c'est 2 ans, je suis encore dans la référence à 65 ans, mais 64 ans, c'est 2 ans de plus pour simplement 1 an
de gagner en une décennie. Donc, vous voyez un petit peu le décalage. Et si l'argument de la baisse du nombre d'actifs par rapport au retraité était vraiment retenu, pourquoi faudrait-il faire travailler davantage ceux qui ont déjà un emploi alors qu'il y a plus de 5,5 millions de chômeurs? Et Christiane l'a évoqué, comment maintenir un taux d'emploi indéfiniment inférieur de 8 points à celui des hommes pour justifier une telle réforme? Et enfin, comment le recul, c'est ça qui est assez hallucinant, que les citoyens doivent décortiquer, comment le recul de l'âge de la retraite peut-il créer en soi un seul emploi supplémentaire, sinon peut-être, comme c'est le cas en Allemagne d'ailleurs, qu'on nous vante beaucoup, sinon peut-être des emplois précaires, sous-payés ou à temps partiel. Et ça, donc, à cette première dimension, il y en a une autre qui s'ajoute et qui est encore plus sournoise, parce que, Christian l'a évoqué aussi, il y a une étude de l'adresse datant de 2021 qui nous dit que 57% des personnes seulement passent directement de l'emploi à la retraite. Ce qui veut dire que les autres connaissent au moins une année sans travail entre 50 et 67 ans, nous dit l'adresse. Et 16% des plus de 53 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite. Donc, il existe un sas de pauvreté dans lequel les seules ressources des individus sont soit le RSA ou soit une allocation d'invalidité, une fois que les allocations chômage se sont éteintes. Et la réforme des retraites, vous le savez, arrive après 2 réformes successives de l'assurance chômage qui va encore réduire les allocations et la durée de celles-ci. Et donc, il y a vraiment une cohérence, comme tu le disais, Vincent, il y a une cohérence entre les diverses réformes apportées au travail, sur le travail, et sont complétées par cette réforme des retraites. En fait, la promesse de verser une pension minimale à hauteur de 85% du SMIC net, comme le dit le dossier de presse du gouvernement, ne concernera que des carrières complètes. Et au passage, 85% du SMIC net, le SMIC net est aujourd'hui à 1 353 euros. Et 85% de ce SMIC net, ça fait 1 150 euros pile. Donc, un petit mensonge de 50 euros dans la bouche de la Première ministre est un petit indice de la véracité qui entoure cette réforme. La troisième dimension qu'on peut souligner, celle-là, de cette réforme, elle atteint le comble de l'absurdité. Faire travailler plus pour produire plus. Mais produire quoi ? Augmenter la durée du travail de chacun va totalement à l'encontre d'une réelle transition écologique, alors qu'il s'agirait de saisir l'occasion de la crise pour transformer les processus productifs, les finalités du travail et puis les conditions de celui-ci. Eh bien, c'est la fuite en avant qui tient lieu de planification. Et on a un président qui découvre le soir du 31 décembre le réchauffement du climat. Comment penser donc cette découverte ? Mais je pense qu'il y a la volonté de ne pas toucher aux avantages de classe de celles qui dominent et s'approprient une grande part de la richesse produite. Et la seule véritable mesure qui éviterait un déficit tant soit peu modeste, que l'on chiffre à une douzaine de milliards d'euros dans une décennie, serait d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est l'horreur pour le gouvernement qui entend réduire les pensions pour réduire les dépenses publiques et qui a fait profession de foi de faire reposer tous les efforts sur le travail et aucun sur le capital. Et quoi qu'il en coûte, au travail. Or, aujourd'hui, on ne peut plus fonder un modèle social sur une croissance forte de la productivité du travail. Donc, la réduction des inégalités dans ce contexte-là devient un impératif catégorique. Et c'est la seule manière de résoudre conjointement les questions sociales et écologiques et d'autre part d'enclencher simultanément la réhabilitation du travail et la transformation de ses finalités. Ce qui signifie qu'en amont de la retraite, il y a le travail, dont la dégradation par le capitalisme a été l'un de ses marqueurs fondamentaux,
Et la réhabilitation est donc un enjeu social, d'autant qu'en aval, il y a la nécessité de repenser les finalités qui lui sont assignées. Et c'est donc une révolution qualitative et quantitative des rapports sociaux qui devrait présider à une réforme progressive, progressiste des retraites. Si l'on veut que soit privilégié l'aspect qualitatif du progrès, l'importance des investissements publics est décisive pour développer les services comme la santé, l'éducation, à la culture, les transports de proximité gratuits, qui sont tous des services non marchands, mais ça implique deux choses. Et je terminerai par là. Premièrement, la part de la richesse socialisée par les cotisations sociales et les impôts devra s'accroître. En France, elle représente aujourd'hui 46% du PIB, et dans un scénario de croissance nécessairement faible, voire nul, eh bien, cela signifierait l'affectation de la plus grande partie des surplus aux investissements publics nécessaires pour la transition. Et dès lors, deuxièmement, le progrès social cesserait d'être assimilé à une augmentation continue et infinie du pouvoir d'achat individuel pour servir plutôt les usages collectifs. Et pour que cela soit acceptable, l'accès pour tous aux services publics et à la réduction des inégalités sont cruciaux. Je partage l'écran une minute pour vous montrer deux ou trois choses. Alors, pourquoi? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, tu l'as enlevé là, remets-le. Bon. Tu l'avais mis, mais remets-le. OK, voilà. Là, c'est bon, ouais. Bon, d'abord, maintenant c'est établi, la croissance de la productivité est en panne partout dans le monde. Et c'est là-dessus que table le corps. Effectivement, tous les scénarios qu'il dresse, on le sait maintenant, établissent le fait que plus la productivité augmente faiblement, et bien plus le risque, entre guillemets, que les pensions par rapport au PIB soient à un niveau élevé. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduit le gouvernement derrière le travaux du corps à projeter donc une diminution du niveau de vie moyen des retraités par rapport à celui de l'ensemble de la population. Et donc, c'est ça qui est en filigrane, alors qu'on sait déjà que depuis maintenant plusieurs décennies, la part du travail, et qui inclut sous forme de salaire à socialiser les futures retraites, la part du travail dans la richesse produite a perdu plusieurs points de pourcentage du PIB depuis la période avant l'entrée dans le néolibéralisme. Ce qui veut dire que la réduction des inégalités est absolument indispensable. Là, il y a un petit graphique qui mesure la progression des inégalités de revenus disponibles des ménages français, selon qu'on tient compte du revenu moyen ou du revenu par unité de consommation, qui est assez linéaire jusqu'au 7e décile et qui devient complètement exponentiel dans les 2 ou 3 derniers déciles et bien sûr surtout dans le dernier. Et cette inégalité de la distribution des revenus, eh bien, sur quoi elle a une conséquence? Eh bien, sur la distribution des patrimoines. Là, qui sont illustrés par un graphique en échelle semi-logarithmique pour bien voir la progression de cette croissance-là, que l'on prenne le patrimoine brut ou le patrimoine net, c'est-à-dire une fois qu'on a défalqué les remboursements en cours, eh bien, on a une progression qui a tendance à devenir de plus en plus croissante dans le temps et à des taux de plus en plus croissants. Et donc, et je termine là, la réforme des retraites vise à réduire les dépenses publiques et sociales dans lesquelles il y a les retraites et à épargner tout ce qui a trait à la rémunération, aux revenus donc, et au patrimoine des classes possédantes. Merci Jean-Marie. On va passer maintenant la parole à Régis Nicolas pour un point un peu plus particulier, puisque effectivement il va nous présenter un outil de mobilisation. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul, hein, mais c'est celui auquel on a travaillé avec ATTAC, la Fondation Copernic, les économistes atterrés et le collectif Nos Retraites, et auquel ont largement contribué nos partenaires syndicaux de la CGT, de Solidaire et de la FSU. Donc Régis, je te passe la parole tout de suite pour présenter tout ça.
Yes, merci. Du coup, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Du coup, moi, je suis porte-parole du collectif Nos Retraites qui essaye de faire deux choses, du décryptage et de la vulgarisation sur les questions de réforme des retraites, puisque quand même, beaucoup de gens se disent c'est trop compliqué, donc parfois s'interdisent un peu de s'affirmer, alors que nous, notre postulat, c'est que la retraite, ça ne devrait pas être un débat d'experts et que tout le monde devrait se sentir légitime à s'exprimer sur le sujet. Pour ça, on produit des outils pour que les gens puissent plus facilement s'emparer du débat. Comme le mentionnait Vincent, donc on a, avec ATTAC, les économistes atterrés de la Fondation Copernic, on a lancé un site qui s'appelle 64anscestnon.org. Alors, j'y viens justement, sur lequel on peut retrouver plusieurs outils pour la mobilisation de cette année contre la réforme des retraites. Tout d'abord, il y a la pétition intersyndicale qu'on peut retrouver, dont on peut retrouver le lien sur ce site. Donc, c'est important parce que c'est quand même la première fois en 12 ans que tous les syndicats sont unis dans une même mobilisation. Donc, ça montre à quel point la mobilisation va être historique. Il y a le simulateur, donc, sur lequel, en gros, on peut un peu se situer par rapport au projet de réforme. Donc là-dessus, c'est assez simple. On met son année de naissance. Moi, je suis né en 91. On met l'année sur laquelle on est rentré sur le marché du travail, le nombre d'années non validées, le nombre d'enfants qu'on va avoir. Allez, disons que je vais avoir 2 enfants. Est-ce que je suis celui qui a accouché des enfants? Non. Je calcule l'effet de la réforme et hop, ça me dit aujourd'hui, je pourrais partir à 62 ans. Avec la réforme, je devrais attendre jusqu'à 64 ans. Dans les 2 cas, je partirai à taux plein à 67 ans. Donc ça, très vite, on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible à cause du projet de réforme Macron. Il y a la possibilité de publier ces résultats sur Twitter. En tout cas, voilà, pour nous, c'est une façon assez simple pour les gens qui peut-être osent pas trop encore aimerait un peu plus se projeter sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi très concrètement cette réforme. Donc, c'est le but de ce simulateur. Et du coup, sur le reste du site, vous pourrez trouver aussi du matériel pour s'informer, des analyses notamment des différents syndicats et associations, et du matériel militant, des tracts que les syndicats ont transmis, ou le kit des Rosy, qui est un mouvement qui avait beaucoup marché il y a 4 ans, à l'initiative d'Attaque avec des chansons pour matérialiser un peu l'impact sur les femmes. Donc voilà, ce site 64anscestnon.org, c'est un peu pour faciliter la façon de se projeter dans le débat et de se mobiliser. Je ne sais pas si j'ai été complet ou… Tu as été très complet. On en arrive à une transition du webinaire puisque on l'a vu, hein, la mobilisation qu'on va engager, elle est tout à la fois une mobilisation basée sur l'éducation populaire, sur les arguments qu'on peut porter pour une autre réforme des retraites. Et puis en même temps, on est à la veille d'une grande mobilisation sociale parce que vous voyez bien qu'on est dans un bras de fer engagé avec le pouvoir. Le projet de loi qui va passer dans le cadre du financement rectificatif de la sécurité sociale va passer au forceps avec un gouvernement qui est prêt à s'allier à la droite ou à faire passer à coup de 49.3. Et donc, on est au temps syndical maintenant. Donc, je vais te céder la parole. Catherine, la CGT, avec tous les autres syndicats, est engagée dans une mobilisation quand même unitaire exceptionnelle. Hein. Il y a eu 2010, il y a eu 2018, 2019 sur la réforme à point. Qu'est-ce qu'on attend dans cette avant-veille de mobilisation et plus largement, sur quel point particulier accentuez-vous votre intervention? Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Effectivement, comme tu l'as dit, Marie-Pierre, c'est assez historique. Hein. On est en veillée d'armes maintenant avec une unité syndicale totale des organisations syndicales et des organisations de jeunesse également, qui ont décidé d'appeler à un premier mouvement de grève et de mobilisation le 19 janvier. Et comme son nom l'indique, on est au démarrage d'un processus de mobilisation qui d'ores et déjà va être fort jeudi, mais qui va sans doute encore s'amplifier dans les jours qui viendront. On bénéficie quand même aussi d'un fort appui de l'opinion publique, contrairement d'ailleurs à la précédente réforme de 2019-2020 où ils avaient, au niveau du gouvernement, essayé de brouiller les pistes.
là, avec ce fameux système universel à points, là, les gens, ils ont tous compris très vite que c'était une réforme brutale et injuste. Et donc, Christiane l'a rappelé en détail, c'est ce qui explique aussi que ce mouvement populaire qui rejoint le mouvement social, il est aussi fort quand même. Régis, tu présentais la pétition intersyndicale. Je pense qu'on est même nous-mêmes surpris du niveau de signature, hein, je crois qu'on doit être presque aux 300 000 à l'heure qu'il est, et qu'elle a été lancée mercredi, donc enfin en quelques jours, voilà, c'est énorme. Donc ça montre bien quand même que les gens ont compris les saloperies que le projet gouvernemental contient. Alors moi, pour ce qui est de ma partie, j'ai la tâche d'essayer de regarder un peu avec vous les questions autour de l'emploi des seniors et évidemment du chômage. Donc, en quelques mots, déjà, cette réforme des retraites, elle est idéologique, on l'a vu, et elle s'inscrit dans une continuité de régression engagée par le gouvernement Macron-Borne, et notamment la dernière en date avant la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui est particulièrement scélérate, qui, je le rappelle, avait aussi suscité l'opposition des organisations syndicales également. Et on voit bien que cette réforme de l'assurance chômage, elle est vraiment dans la même logique que la réforme des retraites, et elle va toucher les plus pauvres, les plus fragiles, les précaires, et là, que ce soit d'ailleurs la jeunesse ou les travailleurs expérimentés dits seniors. Bon, on ne sait plus très bien qui sont les seniors à partir du moment où ils commencent au niveau patronal à nous faire basculer dans le grand âge à partir de 45 ans. Alors, un état des lieux en quelques mots, quelques chiffres qui sont faciles quand même à utiliser, parce que l'objectif aussi, c'est que, évidemment, ce webinaire, il serve à démultiplier le mouvement social. Et comme tu l'as dit, je crois que c'est Christiane ou Marie-Pierre, c'est pas une affaire. Ah non, c'est Régis, c'est pas une affaire d'experts, là. La retraite, c'est vraiment une affaire de la vie au quotidien, de la vie tout au long de la vie. Et donc, il faut que les gens ils puissent communiquer entre eux avec des éléments simples. Alors, en ce qui concerne l'assurance chômage, quand même, quelques chiffres. Il y a plus que 36% des inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés aujourd'hui. C'est en chute libre. Il y a 40% des privés d'emploi, des chômeurs, qui touchent moins de 30 € par jour et 11% moins de 19 € par jour, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau du RSA et des minima sociaux. Je pense que c'est des éléments quand même importants à retenir. Et puis, pour ce qui concerne évidemment mon propos, quand on regarde les plus de 50 ans, eh ben, on s'aperçoit qu'évidemment, ils sont de plus en plus touchés par le chômage. Et surtout, ils font partie des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne veut les réembaucher, personne n'en veut. Et quand on dit qu'il va falloir faire travailler les seniors, on sait bien que le MEDEF communique toujours en disant « mais ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas les travailleurs expérimentés ». Donc, encore deux chiffres, 50% des plus de 50 ans connaissent plus d'1 an de chômage, et 26%, donc parmi eux, des plus de 50 ans, plus de 2 ans de chômage. Donc, en reculant l'âge légal de la retraite, avec la réforme assurance chômage, c'est vraiment la double peine et on accélère un sas de pauvreté gigantesque qui démontre bien que non seulement cette réforme elle est destinée à faire croire qu'il faudra travailler plus longtemps, mais qu'en fait, c'est bien plutôt pour faire baisser de manière accélérée, très rapidement, le niveau des pensions de tous. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, important à retenir. Alors, évidemment, comme nous, on a un mauvais esprit, hein, tous ceux qui sont réunis ce matin, on se dit baisser le niveau des pensions pour qui? Au bénéfice de qui? Eh bien, on voit bien tout de suite que c'est pour ouvrir grand la porte à l'assurantiel, à la capitalisation pour ceux qui le pourront, et qu'on est bien sur une réforme, quoi qu'on dise, route Bézieux,
au service à la fois du patronat et des grands financiers, des assurances et du monde de la finance. Bon, j'ai envie de dire, parce que vraiment, cette réforme nous met tous très en colère, Macron remercie ceux qui ont financé son élection. Alors, quand on regarde un peu plus dans le détail, on a moyen de vérifier que le recul de l'âge légal, il s'est documenté, y compris par des sources du ministère du Travail, donc par les propres sources de Dussopt et de Borne avant lui. On voit bien que la réforme Sarkozy de 2010, en déplaçant l'âge légal de 60 à 62 ans, a touché de plein fouet justement ces catégories de seniors, ces catégories de salariés qui ont du coup dû reculer leur accès aux prestations retraite, et ça a fait monter de manière exponentielle les pourcentages de ceux qui sont restés plus longtemps au chômage et qui ont aussi basculé du chômage vers les minima sociaux. Et ça, c'est documenté. Ça a augmenté, par exemple, de 14 points le niveau de... Enfin, le fait que les gens n'ont plus un emploi à temps plein jusqu'à l'âge de la retraite. Et parmi les salariés en général, évidemment, les femmes ont été très lourdement pénalisées. J'ajoute évidemment pour les seniors que c'est une partie d'entre eux ne sont plus dans l'emploi non plus à l'âge légal. Alors, le chiffre qu'on utilise de manière globale, c'est un salarié sur deux à l'âge légal aujourd'hui, mais on voit qu'évidemment, il y a un lissage à opérer, donc on pourrait donner des chiffres un peu plus précis encore. Déjà, un emploi sur deux, c'est énorme, et qu'une partie d'entre eux sont aussi plus capables de travailler parce que usés par le travail, et donc se retrouvent évidemment à l'assurance maladie, en invalidité, en inaptitude. Et là, je dirais, deuxième colère de la CGT, quand Borne annonce mardi soir qu'elle fait le casse du siècle en siphonnant la caisse de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est-à-dire qu'elle aspire 600 millions d'euros juste pour compenser la toute petite hausse qu'elle prévoit en matière de cotisation patronale, autrement dit, pour faire encore un cadeau au patron, c'est inadmissible. Et donc, je rappelle que la caisse excédentaire de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est uniquement à cause des sous-déclarations des patrons qui ne déclarent pas la totalité des accidents du travail ou qui font pression sur les salariés qui sont victimes pour ne pas qu'ils déclarent, et une absence de reconnaissance de maladies professionnelles avec des bâtons dans les roues, y compris que la loi travail, rappelez-vous qu'on a combattu, elle a encore rendu encore plus difficile. Donc vraiment, c'est vraiment insupportable cette réforme de conséquences sur la vie des gens, sur les plus touchés, ceux qui sont les plus malléables, enfin les plus fragiles, quoi. Vous dire aussi que bien sûr on a porté des propositions pour discuter de cette question de l'emploi des seniors insuffisant encore aujourd'hui pour ce qui est de la CGT, mais comme tout le monde ici, on dit il faudrait au moins que tous les gens puissent aller jusqu'à 60 ans, âge légal que nous préconisons tous pour partir à la retraite. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons dit on ne peut pas faire une réforme des retraites en oubliant que la plupart ne sont plus en emploi. Et donc, nous avons proposé de conditionnaliser ces aides publiques qui sont déversées sur les entreprises justement à une obligation de maintenir dans l'emploi les seniors jusqu'à l'âge légal de 60 ans. Évidemment, Borne nous dit « Oh non, pas de contraintes pour les entreprises. Non, on ne peut pas. Il faut faire confiance à l'intelligence des employeurs qui aiment bien garder les seniors. » On voit bien, ils licencient à tour de bras. Et donc, ça s'est traduit. Alors, évidemment, l'avantage de la proposition que nous faisions,
c'est de dire conditionnalité des aides, ça veut dire récupérer aussi sous la forme d'un malus, un petit peu comme nous l'avions aussi tous ensemble proposé à propos de la question de la réforme de l'assurance chômage et des employeurs qui abusent de la précarité, récupérer des moyens, des recettes en termes justement de malus et décourager évidemment les employeurs à licencier les plus de 50, plus de 55 ans. Pas de contrainte. Et qu'est-ce qu'elle nous propose dans sa réforme? Un index sur l'emploi. Alors là, c'est la grosse blague du siècle, puisque l'index, évidemment, ça ne sert absolument à rien, c'est pas contraignant. Et puis en plus, on a encore une fois une référence, puisqu'ils en ont mis un en place en matière d'observatoire des égalités salariales entre les femmes et les hommes, et on voit bien que cet index n'a servi absolument à rien, qu'il n'est pas opérant. Et là, quand on regarde les résultats de l'index égalité salariale femmes-hommes, 90% des entreprises ont une note de 75 sur 100, alors qu'on sait qu'ils n'appliquent pas majoritairement la loi et que les différences d'égalité, les différences de salaire entre les femmes et les hommes restent à peu près au niveau de 28% à travail égal. Donc, c'est une grosse blague. Et alors, la grosse blague du matin, là, que je viens de découvrir, c'est qu'en plus, le MEDEF, Roux de Bézieux, dit « Oh, mais non, mais l'index est trop contraignant, on n'en veut pas. Ça nuit à l'image de nos entreprises. » Donc, vraiment, vraiment, grosse colère. Hein. Et puis, deux derniers points, parce que je suis encore une fois, vous allez me dire que je suis trop longue. Ils avancent la cessation progressive d'activité, la retraite progressive. Là encore, pas de concret, c'est pas concret. Il y a très peu de salariés qui vont y avoir accès. C'est essentiellement pour faire travailler progressivement après l'âge légal à temps partiel, et y compris presque pour mettre en concurrence les salariés seniors qui continueraient à travailler un petit peu avec les salariés, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail, les jeunesses. Donc, c'est aussi une politique de baisse, et je terminerai par là, de baisse des salaires. Et enfin, le cumul emploi-retraite. Alors là, c'est aussi le pompon, je dirais. On veut faire basculer nos retraités dans le monde anglo-saxon des pauvres salariés retraités qui sont obligés de travailler pour rien pour compléter des retraites de misère. Et donc là, on est vraiment sur un changement de modèle. Je termine en insistant sur le fait que tout ça, cette mise en concurrence, cette dégradation de la réforme de l'assurance chômage et cette réforme idéologique retraite, ça a aussi pour but de baisser drastiquement à terme le niveau des salaires. Ça aura une influence aussi sur le niveau des salaires. Et on est bien dans une politique ultra-libérale du gouvernement que, bien évidemment, il va falloir combattre tous ensemble. Mais comme maintenant la majorité des salariés, des retraités, des chômeurs, des jeunes ont pris conscience de la nocivité de cette réforme, je pense qu'on va faire reculer ce gouvernement et imposer enfin une réforme de progrès tous ensemble. Merci. Merci. Il y a Christiane Marty qui vient d'envoyer sur nos mails des graphes qui montrent la montée du chômage après 2010, quand on est passé à 62 ans pour l'âge légal du départ en retraite. Si on peut, on vous les montrera. Je vais céder la parole à Marilène Cahouet, qui est responsable de la FSU et qui va nous parler plus particulièrement de la fonction publique qui, bien évidemment, est concernée par la réforme. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, la fonction publique est bien concernée par la réforme, par les 64 ans et tout le reste. Oui, je voudrais commencer par dire qu'une des stratégies des pouvoirs en place, ça a toujours été de pratiquer la division. Alors, la division entre les actifs et les retraités et la division entre le public et le privé. Alors, notre travail, parce que nous voulons marquer un grand coup le 19, qui est une première journée de mobilisation, tout ce travail-là, c'est de démontrer
démonter, de dénoncer ces pièges qui nous sont tendus pour diviser. Parce que ce sur quoi nous nous battons pour une autre réforme, mais aussi nous nous battons pour rappeler nos valeurs de solidarité et nos valeurs de relations intergénérationnelles qui sont parfaitement unies dans la mesure où c'est une conception de la vie, les 3 âges de la vie, les âges, la période de formation, la période d'activité professionnelle, la partie de retraite et tout ça, pour nous, pour notre projet de société, ça doit être une vie harmonieuse pour chacun de ces segments. Donc, sur le public-privé, je dirais peut-être 2 mots sur les retraités, les attaques sans nombre contre les retraités, mais pour le public et le privé. Alors, il faut rappeler, ça fait partie de notre argumentation, que effectivement le calcul de départ et de montant de la pension, il est différent entre le public et le privé, les règles sont différentes, mais il a toujours été dit, et ce, pas simplement par nos organisations, mais aussi par des organismes officiels, que quel que soit, même si les modes de calcul étaient différents, on aboutissait au même résultat en termes de pension, et même avec un très léger avantage du niveau du privé. Bon, mais ça, donc, c'est déjà une des choses à rappeler, qu'il n'y a pas une fonction publique qui serait privilégiée. Donc ça, c'est un premier point, et ça, nous avons suffisamment d'arguments pour le faire. Alors, effectivement, alors moi, je me fonde puisqu'on n'a pas le texte, sur la conférence de presse et puis sur le dossier de presse. Alors, effectivement, ça, c'est aussi un peu problématique, le gouvernement essayant d'allonger le plus possible le temps où il donne véritablement ses propositions. Mais ça ne va pas empêcher la mobilisation. Je ne reprends pas ce qui a été dit ni par Catherine ni par les intervenants précédents que je partage évidemment, que la FSU partage. Alors donc, on est exactement touché de la même façon par le recul de l'âge de la retraite, avec un point scandaleux, ou délicieux, comme on veut, si on le prend avec humour, c'est que on pourra partir, si les individus le souhaitent, ils pourront partir jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire prolonger au-delà de l'annulation de la décote et des 67 ans obligatoires. Bon. Alors, quand on prend les fins de carrière chez nous, c'est là-dessus que je voudrais insister et reprendre prolonger ce qu'a dit Catherine à propos de la retraite progressive. Mais quand on prend les fins de carrière dans le monde de l'éducation, c'est un monde que je connais bien, mais on peut dire que ça touche tous les actifs et tous les salariés en fin de carrière. On sait bien que l'usure professionnelle, elle est énorme et c'est une situation extrêmement douloureuse que vivent la majorité, pour pas dire la quasi-totalité des salariés. Alors, en ce qui concerne la fonction publique et notamment le monde de l'éducation nationale, il faut bien dire que la pénibilité, la notion de pénibilité est très peu prise en compte, certes, à travers quelques catégories actives qui sont restées, catégories actives qui permettent des aménagements, mais pour le reste, pour la grosse majorité de la fonction publique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au niveau de la fonction publique, nous avions ce qu'on appelait la cessation progressive d'activité, et ça, c'était un acquis extrêmement important. Alors, qui a été supprimé en 2011, qui a été un petit peu, dont les avantages ont été diminués au fil du temps, mais il n'empêche que c'était un dispositif extrêmement intéressant et extrêmement important, et que nous revendiquons, bien évidemment, que nous revendiquons le retour à cette cessation progressive d'activité, puisqu'elle permettait de prendre un mi-temps et d'avoir un traitement à 80%. Alors après, les avantages ont été diminués, mais il n'empêche que c'était un acquis, et c'est un acquis que nous voudrions bien voir revivre. Alors, inutile de dire que quand la FSU n'a pas été reçue par Madame Borne, mais a été reçue par le ministre de la fonction publique, qui nous a dit non, la CPA, vous n'avez pas besoin de la CPA puisque vous allez avoir la retraite progressive.
J'ajoute aussi que nous avions fait une étude plutôt une ergonome. Nous avions travaillé avec une ergonome, Dominique Cobareil, qui avait fait une étude sur les fins de carrière dans l'éducation nationale et qui avait montré l'usure, et notamment, et ça, on attire l'attention à chaque fois des enseignants, et plutôt des enseignantes en école maternelle, qui avaient évidemment des TMS, des troubles musculo-squelettiques extrêmement importants. Et alors, on imagine déjà, on voit combien ces personnels souffrent en arrivant à 60 ans, 55 ans, 60 ans, etc. Alors, on imagine bien combien vont rester jusqu'à l'âge de 70 ans. Ça me semble complètement… Ou alors, dans quel état plutôt. Alors, effectivement, sur la retraite progressive. Bon, je ne reprends pas ce qu'a dit Catherine, c'est une analyse que nous partageons, mais j'ai cherché, puisqu'elle est appliquée dans le domaine du privé, j'ai cherché sur le site du CNAV des chiffres pour confirmer ce qui a été dit par Catherine. Au cours de l'année 2021, 12 306 retraites progressives ont été attribuées par le régime général, soit une baisse du nombre d'attributions de moins 0,3% par rapport à 2020, et ça représente 1,9% de l'ensemble des attributions de droits directs de l'année 2021. 1,9%. Et évidemment, et ce qui suit est aussi révélateur, 75% de ces attributions concernent les femmes. Alors, il faut savoir que ce dispositif ne reprend pas cette analyse, mais ils sont soumis à l'agrément de l'employeur. Or, quand on connaît les difficultés de remplacement dans les écoles, on voit bien aussi quel sort serait réservé pourrait être réservé à ces demandes. Autre chose que je voulais signaler, c'est que quand le ministère, Monsieur Guérini, nous a reçus et qu'il nous a parlé, donc, mais vous aurez la cessation progressive, là, pas la retraite progressive, j'y tiens, ma cessation, là, vous aurez la retraite progressive, en ajoutant, mais alors ça va être compliqué de mettre ça en place dans la fonction publique. Voilà, donc il y a le discours, ça a déjà été dit à propos des 1200 et des 1150 euros, un peu de la malhonnêteté, qu'on peut dire. Donc on nous fait apparaître des avantages et puis on nous dit non, quand même, ça va pas se faire comme ça va être assez compliqué de mettre en place dans la fonction publique. Bon, voilà un peu ce qui est extrêmement pour nous, c'est ce point sur lequel je voulais insister. Je voudrais dire deux mots, j'ai 2 minutes pour dire sur l'autre, le bouc émissaire que constituent les boucs émissaires que constituent les retraités, très rapidement, puisque les graphiques de Jean-Marie Haribé, toutes les analyses qui ont été faites, qui montrent que effectivement le but, c'est bien de diminuer les pensions, puisqu'on ne veut pas augmenter les ressources, comme il y a de plus en plus de retraités, et bien diminuer les pensions. Alors de dire que les retraités sont privilégiés, c'est absolument scandaleux. D'abord parce qu'il faudrait rappeler que la retraite, c'est un droit, et c'est pas un privilège, c'est pas un remerciement du travail effectué, mais c'est un droit, que ce droit, il est issu aussi du travail, que les retraités d'aujourd'hui ont travaillé, ont cotisé, etc. Donc c'est un droit qu'il faut défendre. Et puis rappeler, ça a été rappelé, mais il faut sans cesse rappeler que le corps, même si le niveau de vie des retraités, le niveau de vie des actifs est à peu près équivalent en ce moment, le corps prévoit à l'horizon 2070 une paupérisation, et c'est le terme qui est employé, une paupérisation des retraités avec une diminution, ce qui ferait qui serait que en 2070 le niveau de vie des retraités soit 20% en dessous de celui des actifs. Et on voit bien aussi par les graphiques différents combien la pension va diminuer, et c'est pour ça que
le combat que nous menons, et rendez-vous le 19, le combat que nous menons est fondé sur la solidarité publique-privée et retraités actifs. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci. Merci Marilène. Je crois que c'est important ce que tu viens de dire sur la solidarité entre générations, entre public et privé, et puis sur le fait que les retraites, c'est une conception particulière de la société, sur la solidarité nationale, où les uns et les autres, on est imbriqués. Et justement, je vais céder la parole à Simon Dutheil de Solidaire, qui participe pleinement de la mobilisation syndicale et contre la réforme des retraites. Et Simon, tu voulais évoquer la question du partage du travail en particulier. Et je crois que c'est directement lié à ces questions de solidarité. Oui, merci Marie-Pierre. Merci à Attac et Copernic pour l'organisation de ce webinaire ce matin. Énormément de choses ont été dites par tous les camarades depuis tout à l'heure. Voilà, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on doit faire face à une attaque qui est très très forte. Heureusement, une grande majorité de la population et des travailleurs s'en rendent compte, mais si on ne met pas un coup d'arrêt à ça, ce qu'on nous propose, c'est la mort au travail ou la retraite à l'hôpital. Et encore, quand on dit l'hôpital, on voit dans quel état il est aujourd'hui. Donc, il y a nécessité, effectivement, d'avoir une vue très claire, et une vue très claire sur vers où ils veulent nous entraîner. Et qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, en face ? Quand je dis ça, effectivement, et c'est ce qu'on partage avec la CGT et la FSU, c'est comment on peut se poser la question du partage du travail et de se dire que, à l'inverse de la logique néolibérale, de l'étape du capitalisme dans laquelle on est aujourd'hui, on doit être capable de montrer au plus grand nombre que partager le travail, moins avoir besoin de passer sa vie, ses semaines, ses mois. Donc, on est bien sur de la durée courte et de la durée longue. On peut aussi bien parler des 32 heures, alors évidemment adaptables en fonction des métiers, des situations. C'est pas la même logique tout à fait partout, mais en tout cas, on parle bien de réduction du travail, que ça soit de façon hebdomadaire ou que ça soit sur toute sa vie. Et ce partage-là, il est non seulement essentiel, mais il est justifié. Il est justifié parce que c'est nous aujourd'hui qui créons bien les richesses et c'est nous aujourd'hui qui nous faisons voler ces richesses. Et ça a été rappelé à plusieurs reprises par nombreux intervenants et intervenantes. Cette réforme, elle vise à nous prendre encore plus de richesses qu'on produit. Voilà. Quand on dit que c'est obligatoire parce que l'espérance de vie s'allonge, bon, on sait que c'est une fumisterie. L'espérance de vie générale, elle s'allonge depuis 200 ans avec des accélérations à des moments. Tous les progrès sociaux, ils ont été gagnés à des moments où l'espérance de vie, elle s'est allongée. Voilà. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui de nous dire ou nous faire croire qu'on devrait avoir moins de temps de nos vies à la retraite et moins de temps de nos vies à la retraite en bonne santé. Qui plus est, si on rentre dans des écarts que vous connaissez toutes et tous, mais propres au type de métier, au travail sur les corps, et pas le conseil d'orientation, mais bien nos corps à nous, et la différence pour les ouvrières et les ouvriers ou pour les cadres dans le temps de retraite tout court, voire le temps de retraite en bonne santé. Donc cette question du partage du travail, elle est essentielle et elle recoupe évidemment la question du partage des richesses. Si on prend aujourd'hui ce qui se passe, on se dit pourquoi on n'augmente pas nos salaires ? Pourquoi nos salaires en brut et en net, ils n'augmentent pas aujourd'hui ? On sait que si, on en parlait tout à l'heure, l'égalité femmes-hommes, s'il y avait rattrapage sur les salaires pour les femmes, ça serait des milliards, au moins 5 milliards de plus de financement des retraites. Rien que ça. Alors évidemment, nous aujourd'hui, c'est ça qu'on doit dire. Des politiques d'égalité, des politiques qui doivent avancer. 2-3 éléments, 2-3 chiffres qu'on ait en tête. Ça a été dit. Toute l'ambition du gouvernement, c'est de nous faire travailler plus et d'épargner les patrons et les plus riches. Voilà. On ne veut pas toucher aux cotisations patronales. Or, on sait qu'une augmentation des cotisations patronales sur les retraites autour de 0,8%, ça pourrait ramener à peu près l'équivalent de 12 milliards aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui, parce qu'une des grosses arnaques de ce projet de réforme, c'est de nous vendre des évolutions possibles dans quelques années et de nous dire que pour un montant relativement faible par rapport au volume général des retraites, il faudrait nous faire travailler des millions de personnes pendant des années de plus. On n'oublie pas que c'est dans le même temps que le CAC 40, les entreprises du CAC 40 nous annoncent pour l'année 2022 des bénéfices records et une redistribution de l'ordre de 80 milliards d'euros pour l'année 2022. Et on parle que des entreprises du CAC 40. On n'oublie pas non plus
que la fraude fiscale et l'exil fiscal, c'est autour de 80 à 100 milliards par an. Voilà. On n'oublie pas non plus, et la CGT a fait un très bon rapport là-dessus il y a quelques mois, qu'il y a plus de 160 milliards qui sont donnés aux entreprises tous les ans. On n'oublie pas non plus que les exonérations de charges, qui font partie de ces 160 milliards, c'est autour de 17 milliards par an sur les retraites. Donc voilà. Et je parle même pas de la question des super profits sur l'énergie ou des profiteurs de crise et de guerre qui sont sur des dernières années, où on estime que c'est entre 10 et 20 milliards, et plutôt 20 milliards sur nos estimations qui ont été générés en super profits. Donc, si on prend un peu de champ, et c'est ça qu'il faut dire au maximum de personnes, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Alors, ce qui est bien, on pense, c'est que le voile, il est en train d'être déchiré, que la réalité derrière cette réforme, elle semble très, très claire à des millions de personnes aujourd'hui, et que on peut même engager le débat, et on le voit en ce moment, sur non seulement, c'est pas une réforme, mais oui, il nous faut une réforme progressiste, une réforme qui permet de revenir aux 60 ans, et aux 60 ans, évidemment, en baissant aussi le nombre d'années de trimestres de cotisation, en supprimant tout ce qui fait... Enfin voilà, on ne veut pas, nous, créer une retraite à 60 ans qui serait une retraite misérable. Hein, voilà. On pense qu'on a largement les capacités aujourd'hui, dans le partage des richesses, dans le partage de la valeur ajoutée, d'avoir des améliorations. Et ça veut dire aussi le partage du travail. Et cette logique-là, il faut qu'on la porte. Et c'est aussi important de le dire parce que c'est aussi la question de l'écologie derrière. Aujourd'hui, on veut nous imposer, voilà, un projet injuste et brutal, ça a été dit, mais un projet qui a une accélération toujours plus forte dans un rapport capitaliste à la production, surproduire, mais pourquoi? Pas parce que ce seraient des besoins. Les besoins aujourd'hui, ils ne sont pas remplis. On le voit entre les pénuries diverses et variées qui se multiplient et les biens communs que sont nos services publics qui sont détruits. Non, c'est pas travailler pour le bien commun ou pour nous. C'est travailler toujours pour dégager des profits pour les plus riches et pour maintenir même leur taux de profit. Donc voilà, on sait qu'on a capacité d'aujourd'hui d'inverser la vapeur, de mettre un coup d'arrêt, d'inverser la vapeur. Je finirai avec deux éléments. Le premier, c'est quand même... on a nécessité, on n'en a pas parlé là, mais et je sais qu'on sera tous et toutes d'accord, de montrer comment l'extrême droite aujourd'hui essaye de se glisser sur la question des retraites et de montrer qu'évidemment, l'extrême droite n'a jamais défendu les travailleuses et les travailleurs et ne défendra jamais les travailleuses et les travailleurs, que leur proposition d'augmentation des salaires, c'est pas des augmentations de salaire, c'est du vol. Ils veulent baisser les cotisations patronales, ils veulent baisser notre salaire brut pour augmenter le net. Donc, ils veulent baisser nos salaires, en fait. C'est des tours de passe-passe, d'une part, et ça, il faut le dire. Et d'autre part, et je finirai vraiment là-dessus, la mobilisation du 19, elle s'annonce très importante. C'est tant mieux. Mais ce qu'il faut dire aussi autour de nous, c'est qu'il n'y a pas que la grève. La grève, elle est importante pour montrer l'arrêt sur l'économie. Mais ce qui va compter, c'est de se donner confiance collectivement, et ça veut dire venir en manifestation, et ça veut dire aussi mettre en débat autour de nous, le plus possible, la façon dont, dans les suites, on va pouvoir continuer. Qu'il y ait des assemblées générales de travailleuses et de travailleurs, qu'il y ait du soutien qui puisse s'exprimer au maximum de partout, qu'on visibilise partout, qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait de la solidarité. Ça va aller vite, ça va aller fort, et c'est toutes et tous ensemble qu'on va gagner. Merci Simon. Ben, on mobilise jusque dans la jeunesse. C'est Iman, la présidente de l'UNEF, qui va intervenir maintenant. Alors, dans les universités aussi, la réforme des retraites, on la combat? Oui, bien évidemment, on la combat, d'autant plus dans le contexte où, en tant que jeune, on se pose de plus en plus de questions sur notre droit à l'avenir. Aujourd'hui, finalement, avoir 20 ans en 2020 ou en 2023, c'est pas ce que Emmanuel Macron nous a promis, c'est bien pire. C'est devoir aller faire la queue dans la distribution alimentaire et devoir finalement quémander quelques sous par-ci par-là pour payer son loyer et ses factures. Et finalement, en fait, le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, du gouvernement aujourd'hui, c'est tout simplement en fait promettre à la jeunesse de
continuer en fait à faire ces distributions alimentaires plus tard, en fait, quand on sera retraité, quand on aura du coup eu notre diplôme et qu'on va en fait finalement aussi galérer pour pouvoir en fait entrer dans la vie active, etc., etc. Pour donner un peu quelques chiffres finalement qui parlent à la jeunesse aujourd'hui sur la question des retraites, c'est qu'en tant qu'étudiant, on a l'âge du premier master qui se fait de plus en plus tard, qui est entre 25 et 26 ans. Et l'accès en fait au premier emploi stable qui se fait à 27 ans. Donc en fait finalement on a au fur et à mesure des années des jeunes qui vont entrer dans la vie active de façon de plus en plus tardive. Et en plus de ça, alors qu'on sait qu'on va commencer à travailler après vers 27 ans, on a en fait un chômage des jeunes qui explose également. On est à 10,3% à peu près de chômage chez les jeunes cette année. Ça fait à peu près plus de 10% que en fait, l'ensemble de la population. Et donc, finalement, ça nous interroge. Ça nous interroge finalement sur quelle société de demain on va avoir. Parce que notamment sur les questions de retraite, la jeunesse est souvent les grands oubliés de ces réformes. En oubliant même en fait finalement qu'on va aussi être les personnes qui vont trinquer de ces réformes-là. Donc c'est un sujet qui se pose en fait de plus en plus au niveau de la jeunesse sur en fait finalement quel avenir je vais avoir, mais aussi en fait finalement quel métier je vais faire, où est-ce que je vais travailler et finalement quel sens je vais donner en fait à mon travail. D'autant plus que c'est revenu tout à l'heure dans les différentes interventions, on a quand même un président de la République qui oublie en fait pas mal de sujets, notamment les sujets écologiques. Quand il fait son annonce pour dire que personne ne pouvait prévoir en fait ce qui allait se passer sur le dérèglement climatique, nous en tant que jeunes, on a envie de lui répondre que ça fait plusieurs années qu'on est dans la rue justement pour réclamer en fait une justice sociale et une justice climatique, et que finalement en fait on a fait des grèves. Tous les vendredis avant la crise sanitaire, on était des milliers de jeunes en fait finalement dans la rue à travers la France et voire des millions à travers le monde pour justement condamner ce qui se passait, et on n'avait pas été pris en compte. On n'est pas pris en compte non plus là maintenant quand on soulève en fait les différentes problématiques qu'on peut avoir. Parce que notamment, ce projet de réforme des retraites s'ouvre aussi sur au même moment en fait d'une réforme des bourses pour les étudiants, et où en fait on est en train de nous expliquer que finalement vivre avec 150 € par mois lorsqu'on fait nos études, c'est pas grave, parce qu'en fait plus tard on aura une vie meilleure. Sauf que en fait finalement quand on allume sa télé, qu'on regarde un peu ce qui se passe, quand on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte en fait que c'est pas si simple que ça, et que la précarité en fait qu'on vit en tant qu'étudiant finalement c'est une peine à perpétuité qu'on va avoir, parce qu'on va être précaire maintenant, précaire plus tard, et en fait on sait pas en fait où est-ce qu'on va concrètement. Ensuite, sur les sujets un peu plus sur la question de la jeunesse et de la mobilisation, très concrètement, aujourd'hui, les jeunes, ils se tiennent prêts à se mobiliser. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on sait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont annoncer leur projet de réforme des retraites, et les étudiants, ils étaient déjà inquiets, les jeunes étaient déjà inquiets, parce qu'on avait vu 2019, on savait déjà aussi qu'on allait être la génération qui allait trinquer, qui allait être de plus en plus précaire au fur et à mesure des années. Et en fait, finalement, les graphiques présentés tout à l'heure le montrent très bien. En fait, finalement, si en 2070, on voit qu'il y a une paupérisation en fait, des retraités, mais en 2070, les retraités, ce sera nous. Finalement, en fait, on se rend compte que peu importe ce qu'on dit, finalement, qu'on ait 16, 17, 18 ou 60 ans, les questions de précarité, en fait, c'est pas du tout les priorités du gouvernement. D'autant plus que à l'heure actuelle, sur en fait finalement les questions de travail, d'emploi, de pénibilité, etc., c'est un sujet qui en fait interroge aussi la jeunesse. Aujourd'hui, on fait face à des jeunes qui dès en fait 18 ans vont se poser des questions sur quelles études ils vont faire. Est-ce qu'ils vont s'insérer dans le monde du travail tout de suite? Est-ce qu'ils vont faire un BUT ou un BTS pour
finir leurs études le plus vite possible, avoir quelque chose de plutôt potable en termes de salaire, et ensuite s'insérer dans la vie active et commencer à travailler pour sortir de la précarité. Et finalement, d'autres jeunes qui vont se dire, en fait, finalement, moi, j'ai envie de faire des études plus ou moins longues, de faire un master, de faire un doctorat, donc c'est-à-dire en fait rentrer plus tard dans le monde du travail, et où finalement, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée, tout simplement parce qu'il y a le chômage, la précarité, etc., etc., et où en fait, finalement, en tant que jeune, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de travailler n'importe comment. Non plus. Et pour nous, en fait, aujourd'hui, il y a une urgence à pouvoir en fait réfléchir l'ensemble en fait du système de protection sociale de la société, parce qu'en tant que jeune, on est complètement exclu. Déjà tout d'abord d'une vraie protection sociale à destination de la jeunesse. On n'a pas le droit au RSA quand on a moins de 25 ans. Les aides aussi quand on a moins de 25 ans sont souvent calculées sur le revenu des parents. Et donc, en fait, finalement, à 18 ans, on est majeur légalement, mais on ne l'est pas socialement. Et finalement, on nous explique qu'en fait, on ne sera jamais finalement très indépendant financièrement. Et donc, pour nous, en fait, là, la séquence qui s'ouvre sur la question des retraites, ça doit être à notre sens aussi le moyen de re-questionner en fait, l'ensemble de la société sur la jeunesse, sur la vie active, et finalement en fait aussi sur la retraite, et finalement comment est-ce qu'on va finir nos jours, tout simplement parce qu'aujourd'hui toutes ces perspectives-là, elles sont de plus en plus floues pour tout le monde, et à notre sens, il est plus que nécessaire aujourd'hui de pouvoir entendre la jeunesse, et donc c'est pour ça qu'on sera dans la rue le 19, justement pour pouvoir montrer qu'en tant que jeune, la retraite, c'est aussi une affaire de jeunes, et qu'on continuera en fait à se mobiliser. On se mobilise là actuellement pour nos bourses, on se mobilisera pour nos retraites, et ça, peu importe les techniques du gouvernement pour essayer de diviser la lutte entre les jeunes, les étudiants et les salariés, et les retraités, on sera quand même là le 19, et on fera tout pour faire en sorte de faire plier le gouvernement sur le projet de réforme des retraites, mais aussi sur ces projets nauséabonds à destination des jeunes. Merci, Iman. Écoutez, il est 11h15, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des réactions aux propos de chacun? J'ajoute une question peut-être dans le débat, c'est qu'on engage quand même un bras de fer, on l'a tous dit à notre manière. Il va y avoir la journée du 19 qui va être déterminante. Je crois qu'il y a une attention toute particulière sur ce sujet. Écoutez, on est à plus de 1500 personnes connectées sur ce webinaire depuis tout à l'heure. Vous voyez bien que tout le monde cherche des arguments et tout le monde cherche les moyens de pouvoir mobiliser autour de lui. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole? Ça serait bien. Je ne vais pas désigner quelqu'un à tout prix, mais peut-être faire une conclusion. Chacun à votre tour. Je veux bien répondre à juste une question que j'ai vue dans le chat. Quelle piste militante pour intéresser, informer, impliquer notre jeunesse dans la séquence sociale sur les retraites? Et je suis totalement d'accord avec tout ce que disait Iman. On est invité très souvent dans des débats, formations, et dès qu'il y a des gens de moins de 40 ans, il y a quelque chose qui vient tout le temps, c'est de toute façon, je n'aurai pas de retraite. Et ça, au début, je me disais, c'est un manque de connaissances, donc il faut expliquer. Dans un système de répartition, à partir du moment où il y a du salaire, il y a de la retraite, puisqu'on se partage c'est une question de solidarité. Donc, Iman l'a très bien décrit. On est vraiment sur des questions de solidarité. Donc, il y a les jeunes qui ont compris ça. Il y a ceux qui se disent cette fameuse phrase, de toute façon, je n'aurai pas de retraite. Et je me suis rendu compte que c'était un discours super dangereux à deux égards, parce qu'en fait, il y a les deux discours derrière, c'est de toute façon, j'aurai une carrière trop accidentée, donc je n'aurai pas de retraite, et de toute façon, la planète va brûler. Donc, ça serait une bataille secondaire. Sauf que là-dessus, en fait, c'est bien le principe de notre système de solidarité, on est par répartition. Donc, on se partage ce qu'on produit. Si demain, on laisse la place à la capitalisation, en fait, ça veut dire que si la planète s'effondre, c'est la tirelire de tout le monde qui sera placée sur les marchés financiers qui va partir en fumée. Versus notre système de solidarité, si demain on ne se partage plus une part de gâteau, mais on ne se partage plus que des patates, on se partagera ces patates et on sera dans un système solidaire. Et ça fait la différence. On est vraiment dans des choix de société. C'est pour ça que c'est aussi important. Et et du coup, l'alternative à notre système, ce n'est pas l'absence de retraite, c'est le marché. Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça qu'on parle autant de capitalisation. Donc, vraiment, ne serait-ce que souvent, les jeunes ont beaucoup d'autocensure, c'est parce qu'ils se disent de toute façon, c'est trop compliqué ou j'y comprends rien actuellement. Donc, vraiment, un des moyens, c'est informer, en discuter, faire exister le sujet, discuter dans sa famille. Ça représente quoi la retraite? En fait, très vite, les gens nous racontent leur vie, leurs histoires et on voit très bien il s'agit vraiment de situations de vie, de travail, etc.
Et c'est un des buts aussi du simulateur, là, sur 64anssetnon.org. Quelqu'un qui n'y comprend rien, il met sa situation, il voit très vite comment il va se faire cuisiner. Donc ça fait partie des leviers. Jean-Marie a demandé la parole et puis il y a également une question sur la question des femmes, plus particulièrement, parce qu'on sait très bien qu'elles sont parmi les premières impactées par cette réforme. Jean-Marie ? Oui, merci. Très rapidement, deux petites choses. On sent que l'intransigeance du gouvernement est telle que ça va être difficile de le faire plier, mais je pense qu'il y a un élément positif, en plus de celui de l'unité syndicale, il y a un élément positif par rapport aux dernières réformes scélérates des retraites, c'est que de plus en plus, cette question des retraites devient un débat de société. Et il n'y a pas que une question de chiffres, de pourcentage, c'est vraiment un débat de société sur le sens qu'on veut donner à ce troisième temps de la vie et en même temps en amont au sens du travail. Deuxièmement, il faut effectivement ne pas oublier, plusieurs l'ont dit, mais j'enfonce le clou, au sujet du risque de capitalisation rampante de notre système de protection sociale et des retraites en particulier. Bon, je confirme qu'effectivement, il y a des dispositions fiscales extrêmement favorables pour l'épargne retraite et que non seulement il y a un danger de confier notre protection sociale au marché financier dont le risque d'explosion est permanent, mais en même temps, il faut bien rappeler que ce soit en répartition ou en capitalisation, les pensions sont toujours en prélèvement sur le fruit du travail courant. Et donc, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de source miraculeuse supplémentaire qui pourrait provenir pour l'ensemble de l'économie de la part des marchés financiers. Et quelquefois, on laisse dire que, en France, on a la chance, on n'a pas de capitalisation. Il faut savoir qu'il y a un encours de l'assurance vie en France qui tient lieu d'une épargne très, très abondante à la place des fonds de pension. Il y a un encours de l'assurance vie qui est aujourd'hui à plus de 1 800 milliards d'euros. Donc, vous vous rendez compte, cette masse énorme de capitalisation déguisée que nous avons effectivement et qui, à terme, sera un prélèvement sur ceux qui auront moins épargné et toujours à l'avantage, bien sûr, de ceux qui auront eu, grâce à leurs revenus élevés, épargné davantage. Catherine, tu voulais intervenir également ? Ton micro. Il faut que tu actives le micro. Pardon, excusez-moi, très très rapidement, mais parce que on parle beaucoup, Iman l'a très bien dit, de l'importance de la solidarité. Et la solidarité, c'est aussi une recette qu'il faut qu'on développe pour porter notre projet alternatif de réforme progressiste de retraite, qu'on porte d'ailleurs tous ensemble avec quand même des propositions très convergentes. Et en matière notamment de financement, je crois que c'est important, évidemment, d'être crédible sur ce que nécessite un projet de progrès social, d'un retour à 60 ans avec un minimum de retraite à 2 000 € brut pour ce qui concerne, par exemple, la CGT, mais montrer que c'est possible d'avoir ces recettes-là, non seulement en augmentant avec l'augmentation générale des salaires, mais aussi en mettant dans le débat public l'augmentation des cotisations sociales. Pourquoi je dis ça ? Si on gagne l'augmentation générale des salaires et on travaille là-dessus et on mobilise tous ensemble là-dessus, bien évidemment que ce sera une première étape importante, mais qui dit augmentation générale des salaires, puisque la retraite est assise sur le travail, dit augmentation à terme des prestations sociales. Et donc, évidemment, il y a des sorties sur les recettes. Par contre, si on augmente les salaires, on peut se permettre d'augmenter les cotisations sociales, y compris la part salariale, c'est-à-dire la part de la solidarité, c'est-à-dire la part de notre revenu socialisé sans faire baisser en bas de la feuille de paye le net qu'on aura à utiliser et qui nous permettra de mieux vivre. Et en disant ça, c'est augmenter la solidarité, augmenter la part socialisée du partage et de la solidarité entre toutes et tous.
Et pour la CGT, hein, c'est presque rien. Avec 10 € par mois en plus, on peut s'offrir le luxe d'avoir de très bonnes retraites demain pour toutes et tous. Et je pense en particulier évidemment aux jeunes et aux femmes. Ben, la transition est facile, Marilène. Tu voulais revenir sur la question des femmes, justement. Tu peux mettre ton micro? Marilène, tu n'as pas branché ton micro? Et ton micro n'est toujours pas branché, Marilène. Ah, il y a un petit problème technique apparemment. Marilène ne pouvant pas se faire entendre, est-ce qu'on va essayer de le... Ça y est, je pense, voilà. Peut-être. Ça y est? Oui. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. La technique est pour moi toujours un grand mystère. Oui, je pense que Christiane pourra compléter, mais il est bien évident que les femmes, les jeunes et les femmes, on l'a dit, sont parmi les plus les victimes qui seront le plus, enfin les personnes qui seront les plus touchées. Alors, on a déjà, je pense, tous autour de autour que nous sommes, là, nous avons tous écrit des textes sur les femmes. Je pense que maintenant la question est de rassembler peut-être pour en faire un focus, pour mettre sur le site, puisque Christiane a déjà beaucoup écrit. Nous au niveau de la FSU, on a beaucoup écrit sur les femmes dans la fonction publique. On continue de le faire. On va aussi, bien évidemment, intégrer tout ça dans la journée du 8 mars. Et puis, sur les femmes retraitées, moi, on a fait un certain nombre de documents là-dessus. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il s'agit de rassembler les matériaux que nous avons pour en faire un focus, mais c'est évidemment extrêmement important. Ah oui, je voulais dire aussi, parce qu'il y avait une question sur la fameuse retraite progressive. Nous savons simplement que c'est ce que nous a dit Guérinier, ce que dit le texte de presse, c'est qu'à savoir que ça va être les mêmes principes que pour ce qui se passe dans le privé, c'est-à-dire 2 ans avant le départ, et puis aussi une contrainte de trimestre. Alors là, je sais pas, là c'était 150, mais actuellement après, dans le cadre de la retraite, ça va forcément être allongé. Mais si le dispositif est bien dans la logique de celui du privé. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, je voudrais bien revenir rapidement sur un peu, justement, repartir en arrière sur l'inquiétude des jeunes vis-à-vis du sujet. Est-ce que je vais avoir une retraite ou pas? Tout simplement, parce qu'en fait, depuis les annonces sur le projet du gouvernement, je pense que vous avez dû le voir, mais le site de l'assurance retraite a quand même planté à plusieurs reprises du fait du nombre de personnes qui s'étaient connectées dessus. Et en fait, du coup, on a eu sur Twitter toute une vague de jeunes qui étaient allés sur le site pour regarder le nombre de trimestres auxquels ils avaient pu déjà cotiser. Et en fait, regarder après, là, à l'heure actuelle, combien est-ce que leur retraite s'élèverait. J'ai fait le test aussi, parce qu'on a tous fait des jobs étudiants, etc. Moi, on m'explique que je vais avoir 1 € de retraite en décembre 2065. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment peur, en fait, quand on regarde ce genre de simulateurs qui sont organisés par le gouvernement. Et quand, en fait, on ne connaît pas comment est-ce que fonctionne le système de retraite en France, c'est sûr que quand on va sur ce site-là, on se dit que c'est un site du gouvernement et qu'on voit que je vais avoir 4 € par mois ou 1 € par mois selon si je pars à 62 ou 67 ans, on se fait vite des films, quoi. Et donc, nous, en tout cas, au niveau de l'INEF, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà, un peu comme aujourd'hui, vulgariser les sujets de retraite pour justement réexpliquer aux jeunes exactement comment est-ce que ça fonctionne et à quelle sauce ils vont être mangés finalement à 62 ans ou à 67 ans. Et c'est en fait finalement aussi toute une stratégie de la part du gouvernement de faire en sorte de pas
trop inquiéter les jeunes, parce que quand on nous parle de des cotes à 67 ans, etc., pour les jeunes, c'est quand même assez flou. Parce que nous, si on calcule pour avoir, si on prend 27 ans, qui est l'âge du premier emploi, pour faire les 43 annuités, on arrive à 70 ans. Et quand on regarde un peu les âges de décote, etc., on se dit, en fait, si je pars à 67 ans, même là, j'ai pas une retraite vraiment à taux plein, quoi. Et même ce qu'ils annoncent de 1200 euros, etc., bah, je n'aurais pas le droit, simplement parce que je n'aurais pas fait 43 ans. Je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus sur, en fait, finalement, comment est-ce que on permet aussi de déconstruire ces annonces-là du gouvernement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur les campus et auprès de la jeunesse de façon plus globale. Et c'est quelque chose qui est finalement assez intéressant parce que nous, ça nous a quand même beaucoup fait rire de voir que le site plantait parce que les étudiants et les jeunes s'étaient rendus sur le site pour voir si leur job chez McDo avait compté ou pas et combien de retraites ils allaient avoir à 67 ans. Christiane? Oui, ben, non, pour ajouter, pour reprendre sur ce que disait Régis, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de jeunes qui disent oh bah de toute façon moi j'aurai pas de retraite. Donc pour ajouter un argument, quand ces personnes-là, elles sont incitées donc à aller vers l'épargne privée, les cotisations qu'elles vont verser sur l'épargne privée, c'est des cotisations qu'elles pourraient verser dans le système public si seulement on arrivait à faire reconnaître que oui, en augmentant une légère augmentation du taux de cotisation permettrait non seulement d'équilibrer le système, le déficit on l'a dit, il n'est pas du tout grave, mais surtout de financer une amélioration. Et l'avantage, c'est que par la répartition, ben, voilà, c'est direct. Hein, les cotisations vont directement financer les pensions. Ça passe pas par des assurances privées, ça passe pas par des profits. Donc c'est plus, je vais pas dire rentable financièrement parce que c'est pas le bon terme, mais il y a pas ces marges de profit et puis il y a pas les risques. Donc c'est vraiment tout avantage et donc populariser l'idée que oui, il faut pouvoir augmenter les taux de cotisation. Donc, deuxième chose, bon, sur les femmes, je l'ai un peu abordé dans mon intervention, donc à la fois que ce soit le recul de l'âge ou que ce soit l'allongement de durée de cotisation, oui, ça les pénalise plus, mais il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que le gouvernement, bon, voilà, n'arrête pas de dire il faut produire plus pour pouvoir financer plus. Et il pense à quoi? C'est augmenter le taux d'emploi des seniors. Il faut faire travailler les gens plus longtemps. Donc, comme ça a été dit, c'est pas en faisant travailler les gens plus longtemps qu'on crée des emplois ou qu'on résout, qu'on diminue le chômage. Bon, on pense aux seniors, le gouvernement compare toujours le taux d'emploi des seniors qui est inférieur à celui des autres pays. Mais si on regarde le taux d'emploi des femmes, il est très inférieur aussi à celui des autres pays. Le taux d'emploi de la France se situe au 25e ou 27e rang, ça change suivant les trimestres, hein, sur les 38 pays de l'OCDE. On est vraiment vers la queue pour le taux d'emploi. En France, le taux d'emploi des femmes, il est très inférieur. Dans la tranche médiane des 25-54 ans, il est 8 points inférieur à celui des hommes. Il est 84% contre 92% pour les hommes. Il n'y a aucune raison, normalement, à ce que le taux d'emploi des femmes, les femmes, elles ont moins accès à l'emploi parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'en effet, quand il y a des enfants qui naissent, il manque de crèches ou bien c'est des prix trop élevés. Et donc, les femmes, ou elles se retirent de l'emploi, partiellement ou totalement, et ensuite c'est très défavorable à leur carrière, à leur salaire, à leur pension. Donc il y a des politiques à mener pour permettre de se maintenir en emploi, c'est faire des crèches, des services auprès des personnes âgées aussi. Plus tard, les femmes se retirent également pour s'occuper d'un proche. Donc il y a beaucoup de besoins sociaux à satisfaire. Ça ne veut pas dire que c'est des emplois qui doivent être à destination des femmes, hein. Il faut vraiment aller vers la mixité. Il y a des besoins d'emploi, il y a des besoins à satisfaire de manière utile, et donc il est tout à fait possible de mieux permettre aux femmes d'accéder en emploi. Et les projections du CORS, et comme qui reproduisent celles de l'INSEE, systématiquement, depuis des années, elles poursuivent la situation actuelle avec ces 8 points d'écart. Elle est prolongée jusqu'en 2070. Il n'y a pas aucune imagination de pouvoir faire des politiques pour améliorer aussi l'emploi des femmes. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Le gouvernement focalise sur les seniors et oublie totalement l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que je peux dire un mot de plus encore? Oui, oui.
Bon. Et je crois que Christiane a raison d'insister sur le fait que les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites sont toutes assez étonnantes. Il y a celle dont vient de parler Christiane, et puis il y a aussi l'hypothèse que la répartition des revenus entre capital et travail est immuablement, définitivement stabilisée au partage actuel. Donc, dans les 50 ans à venir, un demi-siècle, rendez-vous compte, il n'y aura plus aucune modification du partage entre capital et travail selon les projections du corps, et il n'y aura plus non plus de diminution du temps de travail. Le temps de travail ne pourra plus jamais diminuer. Et donc, ces hypothèses-là montrent bien dans quelle philosophie le gouvernement s'engage en voulant nous faire travailler davantage. Je crois que la mise en avant du côté irréaliste des hypothèses à très très long terme doit compléter le caractère injuste des hypothèses portant sur le court et le moyen terme. Je crois que là, les deux doivent être reliés ensemble. Jean-Marie, tant que tu as la parole, il y a une question qui porte sur la situation plus particulière des régimes spéciaux. Oui, alors, vous savez que le gouvernement, dans son projet, Madame Borne l'a dit au début de la semaine, veut mettre en place, comme le gouvernement l'a fait déjà pour la SNCF, veut mettre en place pour la RATP les salariés de la Banque de France et puis les salariés d'EDF, je crois que j'oublie aucun des trois secteurs que Madame Borne a cités, mettre en place ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire le fait que l'affectation aux régimes spéciaux cesserait pour les nouveaux embauchés. Et donc, par extinction progressive des cohortes de personnes qui sont entrées précédemment dans ces activités-là, s'éteindrait progressivement. Donc, ça serait la fin des régimes spéciaux. À titre personnel, j'ai toujours pensé que cette question des régimes spéciaux était une épine dans notre pied, dans le pied du mouvement social, si on n'arrive pas à expliquer qu'on serait pour l'unification des régimes, de tous les régimes de retraite, à condition que ce soit une unification par le haut. Or, là, évidemment, il s'agit d'une unification par le bas pour restreindre les droits des salariés qui entreraient dans la RATP, dans la SNCF, ça s'est déjà fait, et dans l'EDF et dans les salariés de la Banque de France. Bon, donc je crois que un jour ou l'autre, il faudra peut-être que le mouvement social, dans toutes ses composantes, se penche sur la question de l'unification des régimes, mais par le haut, bien sûr, en prenant les mesures qui favorisent tout le monde au lieu de les faire régresser. Je pense que ce sera une piste sans doute d'avenir sur laquelle il faudra réfléchir, dans la mesure où la protection sociale, de manière générale, les retraites en particulier, mais c'est le cas aussi de la santé et des autres branches de la sécurité sociale, ce sont des conquêtes de la classe ouvrière, au sens habituel du terme, c'est conquête du salariat. Mais la protection sociale a de plus en plus, au cours des décennies suivantes, acquis cette tendance vers le caractère universel du droit à la santé, du droit à la retraite, du droit à toutes les protections que notre économie est capable de fournir. Je crois que la tendance vers l'universalisation des droits sociaux est un signe de progrès. Et ça n'enlève pas la mémoire du fait que cette protection sociale, elle vient du combat des travailleurs salariés, quasiment exclusivement. Mais c'est aussi la force du mouvement ouvrier d'avoir porté des revendications et des acquis qui progressivement bénéficient à tous les membres de la société. Alors, on a beaucoup de commentaires pour dire qu'il y a au moins deux atouts dans la mobilisation qu'on engage. C'est d'une part l'unité syndicale et d'autre part, c'est la forte opposition de l'opinion au projet de la réforme des retraites. Simon, tu voulais prendre justement la parole sur la question de la mobilisation. Oui, deux petits éléments. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Marie quand même très rapidement sur cette question des régimes spéciaux, bon, faut voir qu'ils ont déjà été largement cassés. Et, si on prend la SNCF aujourd'hui, il y a 30 000 contractuels, donc des gens qui sont en CDI, qui sont en régime général. Et ça montre bien aussi que derrière, dans le combat qui vient, ça fera la liaison avec la mobilisation,
La question derrière, elle est de la reconnaissance de la pénibilité. Et c'est là qu'il faut travailler aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que ce gouvernement, c'est de l'arnaque et du mensonge. C'est le même qui a supprimé les critères de pénibilité et qui les rétablit pas pour autant aujourd'hui. Ça, faut continuer à le dire. Voilà. Et quand nous on dit retraite à 60 ans, c'est retraite à 60 ans au maximum. Et que bien sûr, sur un certain nombre de métiers, de carrière et de choses qui doivent avoir des améliorations, et on doit pouvoir partir plus tôt quand on est sur des métiers très usants physiquement. Sur la question de la mobilisation aussi pour la jeunesse, ce qu'il faut dire, enfin, il faut qu'on sorte de ce cycle de mensonges perpétuels. On nous dit aujourd'hui 64 ans, comme on nous a dit il y a 12 ans, 62 ans, et vous verrez, on ne touchera plus à rien. Je veux dire, et ça, il faut le dire. Si on ne fait pas un coup d'arrêt aujourd'hui et pour revenir à du réel progrès social et pas les mots employés par ce gouvernement qui est une infamie pour nos oreilles d'entendre progrès social alors que c'est que de la régression. Mais il faut bien le dire. Si rien ne les empêche dans 5 ans de dire 66, 68, 70. Et d'ailleurs, ils s'en donnent un plaisir aujourd'hui avec les comparaisons internationales en nous disant regardez l'Allemagne, regardez le Danemark, regardez tout. Où évidemment déjà, on est sur des logiques de capitalisation qui sont très très fortes. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des régressions sociales dans d'autres pays qu'il faudrait que nous, aujourd'hui, on l'accepte. Faut qu'on l'ait en tête. Hein. On est regardé, évidemment, on se bat pour les retraites ici, mais on est regardé très très largement et dans toute l'Europe pour voir si notre capacité de résistance, ça va être là. Eh ben, on a envie de pouvoir les rassurer aujourd'hui. En tout cas, quand on voit le 19 qui arrive, on se dit que ça va être très très fort et que les jours suivants, ils vont être aussi extrêmement forts. Ça, on peut le dire. Aujourd'hui, qu'on soit sur une question de jeunesse, qu'on soit sur la question écologique, tu l'as dit tout à l'heure, Régis, tu l'as rappelé. Bien sûr, sans retraite et sans changer la façon de voir, de porter notre système économique et notre système de solidarité, sans le renforcer, bah, il n'y aura pas de solution écologique non plus. Tout ça, c'est mêlé. Il faut vraiment le dire à toutes et à tous, donner confiance à nos collègues, à nos voisins et nos voisines, à tout le monde autour de nous, à nos familles, le 19. Il faut y aller, il va falloir continuer. On peut renverser la table et on peut poser des jalons pour du progrès social. Alors, Catherine, après le 19, on continue alors. Oui, après le 19, on va continuer, mais déjà, si c'est très très fort et ça s'annonce fort, le 19, ça va déjà leur mettre un grand coup au moral. Et je pense qu'il faut, évidemment, comme ils ont décidé d'aller très vite, il faut que nous aussi, on soit en capacité d'aller très vite, très fort, et partout aussi, le plus près. Et je rejoins ce que disait tout le monde, hein, toutes les actions de mobilisation vont compter. De l'heure de grève choisie à bon escient dans l'entreprise et qui paralyse la production pour la journée tout entière, aux grèves sur plusieurs jours, mais aussi aux signatures des pétitions, mais aussi aux rassemblements, y compris dans le plus petit des villages. Moi, j'habite dans un village de 600 habitants. Bah, si on se réunit, toute la population, il ne faut pas croire, hein, les préfs, elles surveillent de tout temps. C'est l'histoire du mouvement social. Ils regardent où sont les gens qui ne sont pas contents. Et donc, tout ça, ça va compter. Il faut qu'on soit tous sur le pont avec la réalité, c'est ça que je voulais dire, la réalité du travail aussi. Il ne faut pas croire qu'on fera tous la même action. Ce n'est pas vrai, parce que comme vous l'avez dit, Simon vient de le dire, ils ont cassé les collectifs de travail, ils ont cassé les contrats de travail, donc ils ont cassé la présence des syndicats dans les entreprises. Et donc pour beaucoup, c'est plus difficile parce qu'on est isolé, parce qu'on n'est plus lié justement à l'employeur qui a un peu de mano à mano la main sur son contrat de travail et sur son embauche. Donc, on ne peut pas demander à un jeune, à un salarié précaire de rentrer dans une règle reconductible, ce n'est pas vrai. Mais par contre, il peut agir avec ses moyens et tous ensemble, on va gagner, c'est inéluctable, on a raison. C'est un projet de société, c'est projet contre société. Je voulais juste terminer en disant que la retraite, c'est aussi notre conception au travail. On l'a tous dit là. Simon a beaucoup insisté sur notre revendication majeure de réduction du temps de travail parce qu'on veut vivre autrement. Et si les gens ils en ont si marre, qu'ils ne veulent pas continuer plus longtemps, c'est parce que le rapport au travail a complètement changé et qu'ils veulent avoir le droit de reprendre le contrôle sur leur travail, de savoir pourquoi ils travaillent, dans quel objectif, y compris en lien avec les enjeux environnementaux
que nous avons aussi décrit dans ce webinaire. Donc moi, je ne suis pas inquiète, on a raison. Et la force, on l'a, on est la majorité, on a raison, on va gagner très vite et on va enfin imposer à ce gouvernement des reculs historiques. Christiane, tu voulais ajouter un dernier mot? Non, c'était oui, ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Simon sur la comparaison avec les autres pays. Donc, on nous dit les autres pays sont tous déjà à 65, 67, etc. Bon, c'est vrai, la France, je crois, avec la Suède et la Norvège, sont les pays parmi les pays développés qui sont encore à 62 ans. Mais bon, c'est un argument qui peut pas être pris. Comme ça a été dit, si on veut comparer avec les pays, on va on prend le modèle social le plus avancé. Mais aussi, il faut prendre en compte, il y a cette affaire des taux de fécondité. La France, elle reste un des pays, elle reste pas, elle est le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé encore. Elle est passée devant l'Irlande, il y a un taux de fécondité de 1,83 en 2021. C'est le taux le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Et si on compare avec l'Allemagne, puisqu'on nous met toujours ça en comparaison, l'Allemagne, elle a un âge de départ qui va bientôt atteindre effectivement 67 ans en 2031, mais elle a un taux de fécondité de 1,5. C'est un faible taux de fécondité qui doit être mis en lien, comme je disais tout à l'heure, avec la pénurie de modes de garde pour les enfants. Mais aussi, l'Allemagne, elle a ouvert ses frontières, elle a un taux elle accueille des immigrés, et c'est très important. Le solde migratoire, c'est un des résultats aussi du corps. Plus il est important, plus il favorise un renouvellement de la population active, et c'est un argument à prendre en compte. Et l'Allemagne, c'est un problème. Elle a le problème de la paupérisation des retraités, parce qu'elle est déjà avec des pensions bien plus faibles. Le taux de pauvreté des retraités est passé à 10 et 17% les plus de 65 ans, et les projections montrent que d'ici 39 passerait à 22%. L'appauvrissement des retraités, c'est devenu un problème très important en Allemagne. C'est pas vers ce modèle-là qu'on veut. Au contraire, on voudrait bien que ça soit l'inverse. Notre modèle qui est encore un petit peu préservé par rapport à l'âge, qui serve de modèle pour d'autres pays qui sont en régression. Merci Christiane. Moi, pour ma part, je n'ai plus d'inscrits, donc on va se quitter. Si vous voulez bien, je voulais juste ajouter un mot pour vous dire que cette initiative, on remercie vraiment tout le monde, Attaque Copernic évidemment, le collectif retraite, la CGT, Solidaire, la FSU, l'UNEF, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats. Sachez qu'on voulait réaliser ce matin tout à la fois une initiative d'éducation populaire qui donne des arguments, parce qu'on est évidemment confronté à un gouvernement qui ne ment pas, mais qui mène sa bataille politique, idéologique. On voulait que ça soit également une grande initiative unitaire qui prépare à ce que va être le 19. Sachez d'ailleurs qu'on a réalisé un très beau meeting, puisque maintenant on est à plus de 2000 vues, et que ça continue à tourner très très fortement sur Facebook. Donc, je renvoie tout le monde sur les sites internet de nos organisations, également sur la pétition, parce que c'est vraiment un élément qui va permettre de mesurer nationalement la mobilisation, sur les sites tels qu'on l'a présenté, tels que Régis l'a présenté, et puis encore un appel vibrant à tous être dans la rue le 19 et à gagner cette réforme la contre-réforme gouvernementale. Bon week-end à tous, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.